Salut à toi jeune alchimiste et bienvenue dans FMA, l'émission qui ne signifie non pas Full Metal Alchimiste mais bien Full Manga Animé, car en effet ici on parle principalement de manga et d'animé. Allez c'est parti pour ce 8ème épisode d'FMA qui va entre autres parler terrorisme, réseaux sociaux, légumes et nucléarité. Tout ça dans un même animé qui est donc Zankyo no Terror, ou Terror in Resonance, ou Terror in Tokyo, ou encore Va te faire voir. Mais avant tout un petit résumé s'impose. Zankyo no Terror est un animé de 11 épisodes sorti courant 2014 qui a été produit par le studio MAPPA et réalisé par Shinichiro Watanabe. Ce génie qui est Watanabe est principalement connu et reconnu dans l'animation pour être à l'origine du grand Cowboy Bebop, Samurai Champloo ou plus récemment Space Dandy. Alors avec un tel CV dans le staff de production, autant te dire que j'avais beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'animé en question. En France, c'est Wakanim qui détient le simulcast et il paraît qu'une sortie physique est envisagée chez All the Anime. Bref, comme tu l'auras compris dans le titre, l'histoire nous emmène directement dans un Tokyo qui est subitement ravagé par une vague de terrorisme. Les coupables ne sont autres que deux adolescents, 9 et 12, qui provoquent la police en prévenant le monde de leurs actions futures via des énigmes postées sur YouTube sous le pseudo de Sphinx. Nos youtubeurs et terroristes à mi-temps vont dès le premier épisode te montrer qu'ils ne plaisantent pas en faisant exploser la mairie de Tokyo, et ils sont d'autant plus sérieux qu'ils possèdent un Joker, un prototype de bombe nucléaire dérobé quelques mois auparavant, même si au début on te dit que ce n'est que du plutonium. Cliché oblige, la police sera totalement inefficace à l'exception de Shibazaki, un enquêteur mis au placard après avoir entre guillemets trop bien enquêté sur une affaire concernant le gouvernement japonais par le passé. Pour commencer, Zankyo no Terror n'est contrairement à ce que beaucoup disent pas un animé original quant au scénario et je vais te dire pourquoi. Le coup des enfants orphelins qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes, le jeu des énigmes avec les autorités qui ne peuvent être résolues que par un flic méga badass, ou encore la fille qui ne sert à rien, dans les thrillers vu que Zankyo peut s'y rapporter, c'est très courant, et c'est d'ailleurs pas plus mal parce que c'est souvent palpitant à suivre. Mais même dans l'animation japonaise, on a l'un des mangas les plus connus au monde pour lequel Zankyo reprend beaucoup d'éléments, et je trouve ça surprenant que seulement peu de gens l'aient remarqué. Je parle de Death Note. Regarde, on a à la base la présence d'anti-héros à travers une entité puissante, donc Sphinx qui peut être assimilé à Akira, même si bien sûr leurs buts sont totalement différents. Ensuite tu as le fait que ce soit des orphelins qui soient extrêmement intelligents, et en plus pour eux, on leur attribuait des chiffres en légère opposition aux lettres dans Death Note, et oublie ça tout de suite, je ne ferai pas la blague des chiffres et des lettres. Quant au seul flic qui peut arrêter les méchants, tu peux facilement remplacer Shibazaki par elle, et enfin tu peux retrouver Misa à travers Lisa, dans son rôle de support féminin très agaçant mais utile à un certain moment de l'intrigue. Donc non, Zankyo n'est pas original. Enfin pas sur ce point-là parce qu'il y a une certaine originalité quant au contexte et j'ai trouvé ça particulièrement bien vu. Déjà l'anime fait vraisemblablement écho aux attentats du World Trade Center sur le plan artistique. Je suis sûr que devant le premier épisode on a tous eu la même impression de déjà vu face à l'effondrement de la tour parce que les plans d'ensemble sont à peu de choses près ceux qu'on a eu en boucle sur nos télés en 2001. Mais en plus ils ont osé remettre au bout du jour la peur du nucléaire qui avait détruit le Japon durant la Seconde Guerre mondiale et qui aujourd'hui encore les préoccupe énormément avec le post-Fukushima. Sur ce point-là, je vais extrapoler, mais je pense qu'il s'agit peut-être d'une autocritique de la société japonaise et même du monde entier. Car Shibazaki, qui est originaire d'Hiroshima, peut symboliser la position des plus anciens par rapport au traumatisme subi il y a des décennies. Clairement, il flippe rien qu'à l'idée de revoir ça un jour. 9 et 12, eux, pourraient nous symboliser nous, qui n'avons aucune idée de ce danger et qui sommes inconscients des risques que ça représente. Si ça se trouve, sachant que le public est majoritairement jeune, Watanabe a voulu nous faire réfléchir sur ces choses qui nous dépassent. Car ouais, le fait que Sphinx âgé de leurs 16 ou 17 ans est une bombe atomique, c'est quelque chose qui les dépasse totalement. Je ferme cette parenthèse pour en revenir au contexte. Vu que t'es dans un présent alternatif, c'est très en phase avec les réalités actuelles. Tu retrouveras donc YouTube, Twitter, l'utilisation du logiciel Tor et même la monnaie virtuelle des bitcoins. C'est tellement référencé à notre actualité qu'on pourrait très bien imaginer que Sphinx existe vraiment et qu'ils peuvent passer à l'action dès demain ou après-demain. Et là-dessus, je trouve ça vraiment original. Même si je pense que ça pourrait handicaper l'anime à l'avenir, car être en plein dans la réalité c'est forcément temporel. En gros, contrairement à Evangelion qui sera toujours aussi culte dans 10 ou 20 ans, là même dans 10 ans c'est pas impossible que ça paraisse obsolète. Rien que Twitter ou YouTube, personne sait si ça sera encore d'actualité dans 5 ans vu à la vitesse à laquelle le monde change. C'est comme si dans un animé de 2006 ou 2007 les adresses MSN étaient le moteur de réflexion, ou si dans Death Note ils utilisaient des Minitel. Enfin pour le moment la question ne se pose même pas, donc parlons plutôt du fond. Le risque quand tu te lances dans un jeu d'énigmes, c'est de tomber dans le cercle vicieux du une énigme pour un épisode, ce qui tourne au répétitif et au lassant. Là, c'est ce qui va se passer au début, mais ça a été bien géré car la seconde partie de l'anime prendra une tournure totalement différente de celle que l'on pouvait imaginer. Les énigmes sont vraiment cool d'ailleurs car elles sont originales et agréables à suivre dans leur résolution, et les enjeux liés à celles-ci sont différents à chaque fois. Du coup, t'as une sorte de pression quant à ce qui peut advenir à tout moment pour Tokyo et ses habitants. Niveau rythme, je pense qu'ils auraient pu faire durer plus de 11 épisodes pour que ça soit davantage détaillé et mémorable, mais sinon on n'a pas à se plaindre car il est vraiment difficile de s'ennuyer une seconde au vu de l'enchaînement des actions et du dynamisme dans la réalisation. C'est vrai que l'animation est excellente, elle est réaliste et dépourvue ou presque de fanservice. Les jeux de lumière sont intelligents et il y a surtout des plans d'ensemble impressionnants dans les moments d'action qui amplifient le côté spectaculaire du truc.
Pour la bande son, qui est pour ma part l'un des aspects les plus importants d'un animé, je l'ai pas trouvé très marquante en soi à l'exception d'un ou deux OST. Cependant, il y en a une multitude, ce qui est assez honorable pour un animé court, et en plus ils sont très bien calés, ça rend le tout fluide dans le visionnage. Maintenant, je vais quand même faire un point sur la deuxième partie de l'animé, donc si t'as pas envie de te faire spoiler la fin notamment, je te conseille de cliquer sur l'annotation que j'ai mis dans le milieu de la vidéo. C'est bon, t'es prêt? Génial, parce qu'en fait je vais pas spoiler. T'y as cru, hein? Mais si, allez, c'est parti. Pour moi, la deuxième partie commence quand Five et les États-Unis se pointent, tout simplement parce qu'en gros les partis pris changent, et tu sais plus vraiment qui est le méchant de l'histoire. Finalement, Sphinx n'a jamais voulu tuer personne. C'était transparent de la même manière qu'on avait tous deviné que le projet Athéna s'agissait plus ou moins d'une magouille avec le pouvoir en place de l'époque. Ce qui était assez intéressant, c'était de voir comment les rancunes de guerre persistent dans le temps et jusqu'où étaient prêts à aller les États concernés pour avoir le dernier mot. Le projet Athéna, lui, j'ai trouvé qu'il faisait très science-fiction, ça m'a tout simplement rappelé Akira. Et donc assez classique encore une fois, les États-Unis sont présentés comme une bien belle bande de blaireaux avec à leur tête Five et sa coiffure de brocoli qui obtient la mention spéciale d'avoir gâché une partie du scénario avec ses gémissements sasukéens. Là on est dans la fiction pure, mais au fond on sait tous pertinemment qu'il y a énormément de choses qui nous sont cachées tous les jours. Je suis pas fan de la théorie du complot, mais il faut reconnaître que c'est pas impossible qu'il y ait eu par le passé des expériences semblables. C'est pour ça que Zankyo fait mouche, c'est parce que ce présent alternatif est tout à fait plausible, et le dernier épisode renforce encore plus cette idée pas très rassurante pour nous. Ah, ce dernier épisode, c'était un feu d'artifice pour clore l'animé. Tu comprends toute la métaphore filée avec Nine. Von signifiait autre qu'espoir en islandais et l'aurore boréale qu'il a réussi à créer dans le ciel de Tokyo, c'était un clin d'œil à ce pays du Nord. Et même si scientifiquement on sait pas si c'est réalisable, au fond on s'en fout, c'est très poétique et symbolique. J'ai quand même trouvé leur mort hyper traumatisante. Certes, à cause des expériences qu'ils ont subies, ils savaient qu'ils allaient pas aller bien loin, mais être abattus comme ça, c'est carrément pessimiste comme message. Surtout que c'est amplifié par une genre d'oxymore visuel. 2 minutes avant, t'avais l'impression que ça allait être une happy end et là, grosse chute dramatique. Wow! Mais voilà, c'est ce genre de fin qui fait qu'une œuvre sort de l'ordinaire et rentre entre guillemets dans l'histoire de l'animation. C'est signé Watanabe, cette fin en est la parfaite preuve. C'était la meilleure chose qui pouvait arriver. C'est tragique, mais ils ont tout de même atteint leur objectif afin que l'on se souvienne d'eux comme un espoir pour ce monde. Bref, Zankyo no Terror est un très bon animé court et peut-être même le meilleur animé de 2014. Si tu ne l'as pas encore vu, je te le conseille vivement. Par contre, essaye de le regarder d'une traite. Sinon, c'est difficile d'apprécier pleinement l'histoire. T'as du mal à garder le rythme et je pense que c'est le genre d'animé qu'il faut justement regarder comme un long film d'animation. En ce qui me concerne, j'attribuerai un 15 à l'animé qui le mérite amplement et surtout grâce à cette fin qui m'a bluffé. Sur ce, on espère que ce FMA t'aura plu et que si tu n'as pas vu Zankyo, on t'aura donné envie de le voir. On t'invite comme toujours à nous donner ta propre note et ton avis parce que j'oublie très probablement des choses. Comme d'habitude, tu peux nous suivre sur Facebook et Twitter ainsi que t'abonner à la chaîne. N'oublie pas de laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu et de la partager à tes amis. À dans le prochain épisode. JK, full manga animé. All you need is kill.